Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast sur le Group of Five. On va revenir sur cette Week 8. Ça y est, on bascule dans la deuxième partie de la saison et on commence à y voir un peu plus clair dans pas mal de conférences du Group of Five. Ça devait être dans certaines conférences une semaine tranquille. Il y avait aussi deux très gros matchs au top de la Mountain West et de l'USA. On verra il s'en est arrivé. Mais on va d'abord commencer avec la conférence américaine. Cette Week 8 devait être une semaine tranquille, une semaine de transition en américaine, et finalement elle a été beaucoup plus turbulente que cela, puisque le très gros résultat a été la victoire de UAB face à Memphis, la surprise du chef, littéralement. Les Blazers de UAB qui se sont séparés de leur head coach Trent Dilfer cette semaine et qui jouait dans un stade quasiment vide, accueillait Memphis, classé 22e à la People et invaincu, 6 victoires pour 0 défaite à ce moment-là. Les Blazers qui l'ont donc emporté face à Memphis dans un match euh, sérieux de leur part, clairement, et ils ont fait déjouer complètement cette équipe de Memphis qui, je pense, est peut-être arrivée un peu les mains dans les poches à UAB. C'est souvent ce qui arrive à Memphis depuis 2 ans maintenant. C'est une équipe très solide, une équipe favorite à chaque fois pour remporter la conférence, mais qui à chaque fois va paumer un match face à une équipe du calibre de UAB. Il y avait eu une défaite contre Navy notamment il y a 2 ans qui avait été un peu surprise. L'année dernière, c'était tombé. Alors l'année dernière, ça avait perdu à Navy et à UTSA. Il y a 2 ans, ça avait perdu contre Tulane et contre SMU. Enfin, et c'était à domicile en plus à ce moment-là. Donc voilà, Memphis, c'est un peu cette équipe toujours attendue comme le gros monstre de l'américaine et qui paume bêtement. On pensait que cette année pouvait ne pas répondre à cette mauvaise habitude et pourtant ça a été le cas. Que dire de ce match? Que dire de ce match? Le match a démarré avec un premier drive très solide des Blazers, avec un Ryder Burton au passe de QB qui a été assez précis pour son premier start en carrière. Mais derrière, Memphis a tout de suite répondu avec un kick return de 99 yards de Sutton Smith. On s'est alors dit que Memphis allait tranquillement dérouler, surtout après qu'ils aient forcé l'interception. Sauf qu'il y a eu une vraie panne au niveau de l'attaque des Tigers. Et en fait, les Tigers n'ont pas réussi à trouver en première mi-temps ces plays explosifs qui font tellement leur force habituellement. Et donc, il y avait 17-14 pour UAB à la mi-temps avec un touchdown sur la toute dernière action, une passe de 16 yards de Ryder Burton pour Iverson Hooks, alors que le chrono expirait, qui permet à UAB de repasser devant à 17-14 à la mi-temps. Et ensuite, eh bien, ça a été une deuxième mi-temps à l'avantage des locaux qui vont marquer un touchdown de 81 yards grâce à Solomon Bibb qui marque un touchdown de 81 yards donc à la course. Et il y a eu une très mauvaise nouvelle pour Memphis avec la blessure de Brandon Lewis. Brandon Lewis qui se blesse sur le premier drive de la seconde mi-temps, qui laisse sa place à A.J. Hill. Et A.J. Hill malheureusement ne va pas réaliser un match incroyable puisqu'il va être intercepté dès le début du dernier quart-temps, ce qui va permettre ensuite aux Blazers de réaliser un drive de 99 yards, et oui, parce que l'interception avait été sur les 1 de UAB, mais ce ne sera pas la première fois qu'il y a une action clutch de la défense de UAB sur leur 1 yard. Derrière, drive de 99 yards donc pour mener 31-17, 2 TD d'avance. Memphis va tenter d'amorcer un comeback avec plusieurs big plays, enfin des big plays. Le touchdown de Christian Ross, enfin des big plays en attaque, parce qu'il y avait un big play en special team avec Sutton Smith, mais sinon en attaque c'était plutôt court. C'était plutôt difficile. Christian Ross, donc touchdown de 37 yards et surtout qui permet de revenir à un TD. Ça récupère la balle, ça le drive pour égaliser. Desrosiers trouve une très grosse course de 41 yards et il est plaqué sur les 1 yard. L'arbitre avait même annoncé le touchdown, puis finalement l'action va être revue et le plaquage de Tariq Watson va être décisif puisque Desrosiers en fait est plaqué vraiment à 0,5 yards de la ligne, mais donc du coup c'est une première et goal sur les 1 yard. On se dit alors que Memphis va quand même réussir à marquer, et pourtant ils ne vont pas réussir. Il va y avoir une pénalité pour false start qui va faire passer l'action sur une première et goal sur les 6.
A.J. Hill va compléter une passe pour Desrosiers qui va plonger au-dessus du pylône, mais malheureusement, ça ne va pas suffire pour le joueur de Memphis, qui va être plonge pour atteindre le pylône, mais qui se fait bien pousser par le défenseur. Donc à nouveau stoppé à 1 yard pour Desrosiers. Et puis après, ça va devoir jouer. Il y a une pénalité pour un delay of game, donc une quatrième et goal sur les 11 de UAB. Et là, c'est Cortez Braham Jr. qui pense catcher la balle. Malheureusement, il n'avait aucun de ses deux pieds dans la end zone. En fait, il a son pied droit dans la end zone avant de catcher la balle, sauf qu'au moment où il a la balle dans les mains, bah, il est dehors. Et donc les Blazers qui l'emportent 31-24 face à Memphis dans un stade vide, mais qui l'emporte quand même. Belle victoire pour UAB et Memphis qui grille son joker. Ils étaient classés avant ce match. Ils sortent de l'AP Poll et bah, donc première défaite pour eux cette saison. Et donc quand je dis vraiment joker cramé, parce que c'est vraiment le cas pour Memphis, il aurait été de bon ton d'être invaincu avant de recevoir South Florida ce week-end. Mais on va en reparler dans la dernière catégorie sur les matchs à suivre cette semaine. On avait un autre match entre Tulane et Army et Tulane s'en sort plus ou moins miraculeusement honnêtement. Il y a eu un touchdown chanceux de Chase Preston en fin de match qui récupère la balle après qu'elle ait rebondi sur son vis-à-vis. En fait, il y a deux défenseurs qui sont sur Chase Preston. Il se percute un peu, la balle rebondit sur l'épaule d'un des défenseurs de Army et Chase Preston qui est vigilant, qui a les bonnes mains, qui récupère la balle et qui marque le touchdown. Victoire importante pour la Green Wave, mais qui enchaîne quand même deux victoires difficiles à domicile. En revanche, pour Army, c'est la quatrième défaite de la saison. Pas encore, on va dire, alarmant. Il y a encore des matchs pour aller chercher un bowl, mais attention quand même. On pourrait bien ne pas voir Army en bowl cette saison, alors que Tulane, eux, sont toujours invaincus en américaine et en 6-1, même si les dernières sorties à domicile contre East Carolina puis contre Army n'ont pas été de tout repos. Et enfin, le dernier gros match, South Florida qui a démoli Florida Atlantic 48-13. Byron Brown a fait un match complet, 3 TD à la passe, 1 TD au sol, 156 yards à la passe, 111 yards au sol. Très 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 gros match. Ils ont notamment tenté un onside kick qu'ils ont réussi, une espèce de chandelle un petit peu en mode onside kick. Ils ont feinté du coup le kick-off long. Finalement c'était un onside kick avec une petite chandelle récupérée par un joueur sur le côté. Ça leur a permis de marquer 2 touchdowns sur 2 drives pour mener 21-7 et South Florida qui est proche des 50 points à nouveau. Les Bulls qui en Américaine semblent être largement la meilleure équipe de la conférence. Les autres résultats, on a East Carolina qui s'est imposé 41-27 face à Tulsa, c'était pendant la semaine. Temple qui remporte son quatrième match de la saison, victoire 49-14 contre Charlotte qui est en 1-6. Temple dépasse donc son nombre de victoires de l'année dernière. Et puis pour finir, North Texas qui l'emporte 55-17 face à UTSA. 4 touchdowns et 277 yards pour Maker. On passe à la Pac-12 maintenant. Alors, premier résultat, Oregon State qui remporte son premier match de l'année, victoire 45-13 face à Lafayette, une équipe de FCS, mais surtout Washington State qui rate un deuxième upset de suite à l'extérieur après une défaite de peu face à Ole Miss. Ils se déplaçaient chez le 18e du pays, Virginia, et ils ont perdu 22-20. Les Cougars menaient pourtant 20-10 au début du dernier quart-temps. Mais une erreur de la special team sur kick return, un fair catch appelé par un joueur, mais c'était pas le joueur qui récupère la balle, a donc obligé Wazoo à démarrer le drive à 2 yards de sa end zone et les Cavaliers ont réussi à marquer un safety suffisant pour la win puisqu'à ce moment-là il y avait 20 partout. C'est dommage pour Washington State qui a été shut down complètement dans le dernier quart-temps. Et qui perd donc un quatrième match, 3 victoires, 4 défaites, 2 défaites de suite de pas grand chose, c'est des adversaires classés. Je crois que le calendrier de Washington State, oui voilà, maintenant le calendrier de Washington State est beaucoup plus facile maintenant. On espère que cette équipe des Cougars pourra aller en playoff. Voilà pour la Pac-12, donc Washington State, c'est dommage cette défaite à Virginia, mais bon, c'est comme ça.
On passe à la Mountain West et il y avait un très très gros match, c'était le match le plus important de la saison entre Boise State et UNLV. Les Rebels invaincus se déplaçaient à Boise State, leur bourreau l'année dernière, à la fois en saison régulière, ils avaient gagné à UNLV l'année dernière, puis en finale de conférence c'était à Boise State. C'était un peu le troisième match de cette rivalité depuis 1 an et demi au sommet de la Mountain West et UNLV a tenu une mi-temps honnêtement face à Boise State, mais finalement se sont fait rouler dessus en deuxième mi-temps et surtout dans le troisième quart-temps. Victoire 56-31 de Boise State. On a une première mi-temps assez plaisante où ça s'est vraiment rendu coup pour coup entre les deux équipes. UNLV était parvenu à revenir à 24-28 juste avant la pause, justement grâce à une interception et également un punt muffé de Boise qui ont permis à UNLV de rester dans le match. Mais le retour des vestiaires a été terrible pour UNLV, ça a été un véritable carnage avec un 21-0, deux touchdowns donc pour Boise State et un pick six, donc 3 touchdowns en tout. Notamment un troisième quart-temps où Boise State s'est régalé à la passe avec Madsen qui a trouvé notamment 2 big plays à la passe avec Chris Marshall les 2 fois. Et enfin, le jeu de course qui a été très solide aussi avec presque 300 yards à la course et 201, dont 201 yards de Dylan Riley qui marque également un touchdown. Madsen, lui, c'est 253 yards à la passe, 4 TD et une interception. Chris Marshall a fait un match plein, c'est peut-être même son meilleur match sous le maillot de Boise State pour l'ancien 5 étoiles de la fameuse classe de recrutement de 2022 de Texas A&M. Du côté de UNLV, on n'a pas trop vu Jaden Thomas, plutôt au profit de Jalen Glover, qui fait 112 yards dans 6 portées, mais le reste a été compliqué pour les Rebels, qui perdent donc leur premier match et très largement de plus de 25 points tout simplement. C'était un match pour la survie dans la course au playoff pour Boise State et ils ont remporté ce match avec brio. La défense donc aussi de Broncos ont réalisé un match plein avec un pick six et 3 sacs. Voilà pour ce match très important en Mountain West et Boise State qui remet un peu les pendules à l'heure avec cette belle victoire. Les autres matchs en Mountain West, Utah State l'emporte 30-25 face à San Jose State qui est vraiment sur une saison de galère après la très bonne saison de l'année dernière. Cette saison c'est beaucoup plus compliqué pour les Spartans, ouais c'est ça, c'est Spartans. Et Utah State, eux, c'est pas trop mal. 4-3 pour eux, 2-1 en Mountain West. Air Force qui remporte enfin un match 24-21 face à Wyoming après une série de 5 défaites de suite, dont quand même 2 défaites à 3 points d'écart. Et bien là, cette fois-ci, ça y est, ils gagnent 24-21. Air Force qui peut encore rêver de bowl avec un Zarska qui, par contre, dans le marasme des Falcons, continue son excellente saison, le quarterback des Falcons. Hawaii qui l'emporte 31-19 face à Colorado State. Colorado State qui a donc viré son coach. C'est Jay Norvell, rien à voir avec Mike Norvell. Mais voilà, Michael Herrado a encore lancé pour 3 touchdowns, 301 yards et Hawaii est qualifié pour un bowl 6-2 pour Hawaii qui est déjà à 8 matchs, mais c'est normal, hein, c'est la Hawaii Rule, ils ont joué des matchs pendant la... Ils ont joué des matchs pendant la week 0. Il leur reste plus que 4 matchs pour eux et franchement c'est jouable pour cette équipe de Hawaii qui pourrait peut-être aller en finale de conférence. Et puis enfin le dernier match, New Mexico qui l'emporte 24-22 face à Nevada et qui n'est plus qu'à 2 victoires de revenir en bowl pour la première fois depuis 2015. Pardon. On passe maintenant à la MAC, pas de résultats on va dire important ou marquant, si ce n'est UMass qui a bien cru l'emporter contre Buffalo dans un nouveau match de rivalité qui est appelé la Flagship Cup entre deux équipes du nord-est des États-Unis, UMass, le Massachusetts, et Buffalo qui est au nord de l'État de New York. La Flagship Cup, donc nouvelle rivalité. Il y avait 21-20 pour les Minutemen qui ont intercepté Buffalo à 59 secondes de la fin, mais une pénalité pour comportement antisportif suite à l'interception va faire reculer le drive de UMass qui va se faire 3 and out. Et comme tout le monde le pressentait, Buffalo va marquer en 50 secondes pour l'emporter. Victoire 28-21 pour Buffalo qui s'est même permis une petite conversion à 2 points, manière de mettre un écart de 7 points, mais de toute façon, il restait
plus beaucoup de temps, hein. Il restait à peine 19 secondes pour UMass. UMass qui, si vous regardez le graphe de victoire, c'était ça monte à c'est monté à combien? À 80. Ouais, c'est monté à 85%. 85%, c'est peut-être le pourcentage le plus élevé qu'ils aient jamais connu dans leur histoire récente, UMass. Et malheureusement, défaite, UMass qui court toujours après une victoire contre une FBS depuis octobre 2023. Et cette fois-ci, c'est sûr, ça fait 2 ans maintenant qu'ils n'ont pas gagné. Gros match du quarterback de Buffalo, Taquan Robinson, avec 403 yards et 2 TD. Une interception, néanmoins, du coup, la fameuse interception, mais du coup, sans conséquence, puisque Buffalo a réussi à l'emporter et est invaincu en MAC. Et d'autres résultats avec Central Michigan qui l'emporte 27-6 face à Bowling Green, Miami, Ohio, là aussi invaincu en MAC, victoire 44-30 face à Eastern Michigan. Toledo s'est remis de sa défaite face à Bowling Green, justement en l'emportant face à Kent State 45-10. Kent State qui menait à la fin du premier quart-temps, mais Tucker Gleason, moi j'aime bien l'appeler Dr Jekyll et Mr Hyde, ce mec-là, parce que un coup il est très bon, un coup il est affreux. Là il était très bon avec 4 TD, 294 yards pour le quarterback de Toledo. Et puis Ball State qui l'emporte 42-28 face à Akron, et Ohio qui l'emporte 48-21 face à Northern Illinois. Ohio, Toledo, Miami, Ohio qui sont dans le mix. Ne pas oublier non plus Western Michigan dans cette conférence. On passe à la Sun Belt avec un autre match très important et très attendu entre James Madison et Old Dominion, les deux équipes les plus en vue de la Sun Belt, mais un match qui a un petit peu perdu sa saveur après la défaite de Old Dominion la semaine dernière face à Marshall. Old Dominion qui avait à cœur de se remettre de cette défaite et de marquer un coup face à une équipe de James Madison qui n'a perdu que contre Louisville cette saison. C'était un match donc entre les deux meilleures équipes de la Sun Belt qui sont en plus de ça dans la même division, donc on devait se départager entre les deux équipes avec deux quarterbacks en vue aussi, avec Colton Joseph pour les Monarchs et Alonza Barnett de Third pour les Duke. La première mi-temps a été un feu d'artifice des deux côtés avec 4 TD de part et d'autre et un petit point d'écart sur un PAT loupé pour Old Dominion. Il y avait 28-27 à la mi-temps. Les locaux de James Madison avaient mal démarré avec un kick return muffé d'entrée de jeu sur les 1 yard qui ont ensuite permis aux hommes de Joseph d'ouvrir le score. On pensait que le match allait continuer sur ce rythme, mais l'interception de Joseph sur le premier jeu de la deuxième mi-temps a tué le momentum des Monarchs. James Madison a alors déroulé avec un Barnett exceptionnel qui termine avec 295 yards et 2 TD à la passe, ainsi que 153 yards et 4 TD au sol. Un match plein pour la star du programme. C'est bien simple, Old Dominion n'a pas marqué un seul point et n'a réalisé que 10 yards sur la seconde mi-temps. Ça a été une véritable statement win de la part de James Madison qui, donc on le répète, n'a perdu que contre Louisville cette saison et qui roule sur sa conférence. Victoire 63-27 au final. Dommage que Old Dominion ne soit pas revenu des vestiaires parce que la première mi-temps vaut vraiment le coup et on pensait que ça allait être un shootout entre les deux équipes, mais finalement ça a été un shutdown en deuxième mi-temps. Voilà pour cette équipe de James Madison qui est assez solide, honnêtement assez solide, et on en reparlera dans le petite discussion sur qui ira en playoff, mais ils ont gagné des points avec cette victoire. Les autres matchs de la conférence Sunbelt, Arkansas State qui l'emporte 15-14 sur le terrain de South Alabama qui est en 1-6, Troy qui l'emporte 37-14 face à UL Monroe, Troy qui est en 5-2 et qui dépasse donc son total de victoires de l'année dernière et qui est sur une série de 4 victoires de suite, là où UL Monroe est sur 3 défaites de suite. Coastal Carolina qui l'emporte 45-37 face à App State, Marshall qui l'emporte 40-37 face à Texas State en overtime sur un field goal, Southern Miss qui l'emporte 22-10 face à Louisiana, rien ne va plus pour Louisiana qui est vraiment alourdi par les blessures. Et puis le duel entre les GSU, Georgia State et Georgia Southern, victoire 41-24 de Georgia Southern, Georgia State 1-6 également. On commence à avoir les premières équipes qui sont bientôt inéligibles pour les bowls. Il y a déjà Oregon State et UMass du coup. Je crois qu'il y a Sam Houston State aussi. Mais voilà.
Voilà pour les résultats en Sunbelt. On passe à la conférence USA maintenant. Il y avait des matchs, c'était des matchs en semaine. Western Kentucky, c'est le gros résultat, a perdu 25-6 face à Florida International et subit sa deuxième défaite de la saison. Le jeu au sol et la défense des Panthers ont été la clé de la victoire avec presque 250 yards au sol et 3 interceptions. C'est un vrai coup d'arrêt pour les Toppers qui relancent la course à la finale en USA. Et donc c'est Jacksonville State qui en profite puisque les Gamecocks, je crois que c'est ça, hein, c'est les Gamecocks, passe leader, 3-0 pour eux en conférence USA, 4-3 en global. Victoire contre Delaware dans le sillage d'un Cam Cook qui n'est plus qu'à 51 yards de la barre des 1000 yards au sol. Cam Cook, peut-être le meilleur running back du groupe of 5, voire même du pays en tout cas. Il réalise une très grosse saison et un très gros match avec 117 yards et 3 TD au sol. Et UTEP qui a remporté son match face à Sam Houston 35-17. Sam Houston 0-7 ne verra pas les balls. Et enfin Liberty qui l'emporte 30-27 face à New Mexico State. Voilà pour les résultats de la semaine. Et on va parler rapidement maintenant de qui va aller en playoff. Et les semaines se suivent et South Florida reste en tête dans mon classement, plus que jamais leader de la course au spot après la très grosse victoire contre Florida Atlantic et surtout à côté la défaite de Memphis. Memphis justement on en parle, la défaite face à UAB les relègue largement dans la hiérarchie, ils sont toujours dans le coup quand même, mais ils passent derrière Tulane, Navy et North Texas et également Boise State et James Madison et j'ai même envie de rajouter San Diego State dans la discussion. Memphis en fait est avec UNLV derrière toutes ces équipes puisque ce sont les perdants du week-end. Si je devais faire un petit classement, je dirais South Florida en 1, Tulane en 2, Navy en 3. Boise State, du coup, avec sa victoire contre UNLV, monte à la 4e place. Je mets North Texas en 5, James Madison en 6. James Madison qui est pour moi s'est positionné dans ce groupe désormais avec sa victoire contre le Dominion, le fait qu'ils roulent sur leur conférence et que leur seule défaite est contre Louisville, une équipe qui est désormais classée. Ensuite, je mets San Diego State derrière eux. San Diego State qui fait une petite saison en secret très solide, notamment en défense, et qui n'a qu'une seule défaite pour l'instant et qui pourrait peut-être remporter la Mountain West. Et ensuite, je mets Memphis et UNLV pour fermer la marche. Et je mets pas vraiment d'autres équipes parce qu'elles sont beaucoup trop loin après derrière. La défaite de Western Kentucky me fait donc dire qu'il n'y a plus personne en conférence USA qui pourrait espérer gratter ce spot. Et la conférence USA donc qui rejoint la MAC dans ce groupe maudit. Voilà, donc je répète, South Florida, Tulane, Navy, Boise State, North Texas, James Madison, San Diego State, Memphis et UNLV pour le top 9. Vas-y, le top 9. Si je devais rajouter une 10e équipe, qui c'est qu'on rajouterait? Si je devais rajouter une 10e équipe, j'essaye de réfléchir un petit peu. East Carolina peut-être. Ouais, ouais, ou Hawaï. Allez, j'ai envie de rajouter ouais, à East Carolina peut-être dans 10e position, qui est quand même en embuscade dans l'américaine. Voilà les matchs à suivre pour le week-end qui arrive. Je vous ai noté quelques matchs, notamment mercredi à 1h30, Western Kentucky qui se déplace à Louisiana Tech. Les deux équipes ont une défaite en conférence USA. Match important, malheur au vaincu qui sera quasiment out de la course à la finale de conférence. Samedi, ensuite à 18h, là c'est le big game et sans doute un college game day qu'on aurait pu avoir, mais je pense que malheureusement la défaite de Memphis a fait un peu perdre de la valeur à ce match-là. South Florida, la 18e meilleure équipe du pays, se déplace donc à Memphis. Gros test pour les Bulls, mais encore plus pour les Tigers qui n'ont plus de filet de sécurité. C'est un match qui va compter à mort pour la course à la finale de la conférence. Ensuite, samedi à 21h30, Toledo qui se déplace à Washington State. Match intéressant entre Washington State qui a raté 2 upsets de suite et qui revient à la maison face à l'équipe de Toledo. Qui est un peu sur courant alternatif, qui parfois est très bon et parfois est assez bizarre. Je dirais que le pire adversaire de Toledo, c'est Toledo eux-mêmes, et un peu l'impression que Washington State, c'est la même chose. J'ai noté le match, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. On a surtout San Diego State qui se déplace à Fresno State. Très gros match aussi entre ces deux équipes. Fresno State qui a perdu un petit peu de terrain, mais qui a l'occasion, avec une victoire contre San Diego State, de revenir dans la course à la finale de conférence.
Et puis pour finir, Western Michigan qui se déplace à Miami, Ohio. Le match est également à 21h30 samedi. Les deux équipes sont invaincues en MAC pour l'instant. Et sinon, pas vraiment d'autres matchs en fait très importants, on va dire, pour la course aux playoffs ou aux conférences. Donc voilà les matchs que je vous ai notés. Donc mercredi 1h30, Western Kentucky qui se déplace à Louisiana Tech. Samedi 18h, là c'est le big game. J'espère qu'on en parlera pendant le 1-2-6, donc entre South Florida et Memphis. Et 21h30, donc Toledo à Washington State, San Diego State à Fresno State et Western Michigan à Miami. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve prochainement et moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, même si la SEC et la Big Ten prennent l'espace médiatique, vive le Group of Five. Ciao tout le monde!